Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec François-Henri Briard, avocat à la Cour de cassation, au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, qui publie un livre qui est un vaste sujet en même temps, Vivre libre aux éditions Ipanema, au moment même où Olivier Véran s'exprime d'ailleurs. Donc c'est un vaste sujet et d'actualité. Oui, vaste sujet et très très bon livre que je recommande aux éditeurs de Sud Radio, parce que c'est un livre qui pose la question, on peut être d'accord ou pas d'accord avec certaines conclusions de François-Henri Briard, mais il pose la question qui est vraiment la question de base et qu'on oublie, c'est que on vit sur deux jambes, on vit avec deux bras et pour applaudir il faut deux mains. Eh bien, liberté, oui, responsabilité, oui. Pas de liberté sans responsabilité, dit François-Henri Briard, et ça me paraît être de bon sens, et pas de droit sans devoir. Et on a souvent, on entend beaucoup demander, réclamer les droits, mais les devoirs, on en parle un peu moins. Et puis vous posez la question, avec toute votre expérience d'avocat, effectivement à la Cour de cassation et au Conseil d'État, sur les pouvoirs et les contre-pouvoirs, et c'est au centre du débat, non seulement national, mais mondial, mais on va aussi parler de la France. Et d'abord, je vous demandais, François-Henri Briard, vous êtes très proche des États-Unis, vous le racontez dans votre livre, vous dédiez ce livre à Antonin Scalia, le juge de la Cour suprême, qui a été pendant 30 ans l'un des juges les plus effectivement connus et respectés de la Cour suprême des États-Unis. Et vous parlez de Jefferson, vous parlez de Jefferson et Lafayette, vous parlez de l'alliance américano-française à laquelle vous êtes très attaché. Et avant-hier, on a vu que la statue de Jefferson à New York avait été mise... avait été emballé, si je peux dire, mais pas par Christo et autres, pour être supprimé. C'est-à-dire qu'en Amérique et en France aussi, on commence à avoir cette assez désagréable habitude de commencer à dire, allez, on déboulonne, c'est-à-dire au nom des soi-disant critères de 2021, on utilise le passé, entre guillemets, esclavagiste de l'un et de l'autre, pour supprimer cela. Ça vous inspire quoi ? Écoutez, comme vous savez, cette statue est également au bord de la Seine, près du musée d'Orsay. Elle est magnifique. Ouais. Je suis profondément choqué, André, par ces pratiques. Très profondément, Thomas Jefferson a une place majeure dans l'histoire franco-américaine. Il a été 2 fois président des États-Unis. Il est le rédacteur de la Déclaration d'indépendance de 1776. Il a influencé fortement la rédaction de notre Déclaration des droits de l'homme en 1789. Je vous rappelle qu'il était à Paris, très proche de Lafayette. Il a beaucoup travaillé sur le texte. Je pense qu'on ne peut pas effacer de notre passé des figures aussi majeures, aussi essentielles, au nom, comme vous l'avez dit, d'une pensée dominante qui se nourrit d'a priori, de préjugés, de politiquement correct. Je suis profondément choqué. Ouais. Et oui, et on le comprend parce que franchement, cette espèce de volonté d'éradication du passé faisant table rase, on sait ce que ça a pu donner dans d'autres temps. Alors parlons un peu de vous et du livre. La liberté, justement. Que veut dire la liberté ? On peut en parler, et vous en avez parlé d'ailleurs dans ce livre, dans des interviews, etc., notamment à propos de ce qui se passe au niveau sanitaire, mais surtout, et vous parlez beaucoup de cette question de pouvoir et contre-pouvoir, François-Henri Briard, et vous dites effectivement, et vous comparez avec les États-Unis. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, le système français, on le connaît, une partie des juges et des magistrats, comme vous le savez mieux que moi, est nommée par le ministre de la Justice, par le gouvernement, par le pouvoir en place, quel que soit le pouvoir en place, de droite, de gauche ou ailleurs, c'est pas le problème. Alors, et une autre partie est totalement, effectivement, indépendante. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout ça. Les juges sont élus, et puis il y a cette Cour suprême qui n'existe pas, effectivement, en France. Est-ce que vous ne croyez pas que de ce point de vue, le contre-pouvoir judiciaire aux États-Unis est plus fort, soyons clairs, que celui qui existe en France? Alors, c'est une vaste question. Ce qu'on peut dire de façon assez schématique et brève, André, c'est que les Américains
avec la Constitution de 1787, ont créé un pouvoir judiciaire. Nous ne l'avons pas fait. Un véritable pouvoir judiciaire. Un véritable pouvoir judiciaire. La Cour suprême est présentée par la Constitution comme un pouvoir judiciaire, de même que les juridictions fédérales. Nous ne l'avons pas fait pour des raisons très simples. Vous le savez, c'est que les parlements d'Ancien Régime, donc nos anciennes cours, monarchiques, avaient constamment harcelé et menacé le pouvoir royal, et donc à la Révolution on a pensé qu'effectivement il fallait absolument écarter cette idée d'un pouvoir judiciaire, et aujourd'hui encore la Constitution de la Ve République ne parle que d'autorité judiciaire. Oui. Donc si vous voulez... Pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Pas de pouvoir judiciaire. Donc la pesanteur historique reste très importante. Hein. Le titre 8 de la Constitution, c'est de l'autorité judiciaire et non pas du pouvoir judiciaire. Donc il y a une différence de perspective. Ensuite, sur les nominations, il faut également nuancer, parce qu'aux États-Unis, les juges fédéraux sont nommés par le président des États-Unis. Les membres de la Cour suprême sont nommés par le président, de même que les juges fédéraux. Et on mesure souvent assez mal en France l'importance de ces nominations. Je rentre des États-Unis, j'ai dîné avec un groupe de juges fédéraux et qui ont été nommés par le président Trump. Le président Trump a nommé près de 200 juges fédéraux qui sont en place. Hein. Donc c'est aussi... et qu'on ne peut pas... inamovibles. Ils sont nommés à vie, ils sont inamovibles. Hein. Alors, est-ce qu'il faut réformer en France la justice en général? Vous savez qu'il y a des États généraux en ce moment qui s'en occupent. Bon, le président Macron a de bonnes idées à cet égard. Est-ce qu'il faut modifier la structure, juridiction judiciaire, juridiction administrative? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Peut-être. Mais je dirais que dans l'ensemble, nous sommes d'accord avec les États-Unis sur le principe d'une justice indépendante et impartiale, qui d'ailleurs en Europe est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, mais alors justement, si en se plaçant du point de vue du citoyen, justice indépendante et impartiale, alors si vous voulez, je vais me faire l'avocat d'un certain nombre de gens. On se dit, aujourd'hui, tout se passe comme si, je grossis le trait à dessein, comme s'il n'y avait qu'un seul pouvoir en France, le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, vous le savez, avec cette espèce de corrélation entre l'élection présidentielle et les élections législatives, a quand même réduit la chose. La majorité presque devient, qu'elle soit de gauche ou de droite d'ailleurs, devient presque automatique. Et puis, on a été frappé, je vous le dis encore une fois, par certains, mais je vous donne des cas. C'est pour ça que l'homme de l'art que vous êtes, l'homme de droit que vous êtes, j'aimerais savoir, quand on dit c'est indépendant, certes, mais par exemple, et encore une fois, c'était pas du tout mon candidat, mais quand il y a eu l'affaire Fillon avant les élections présidentielles, cette Cour de justice de la République qui a agi dans les 2 heures qui ont suivi l'article du Canard enchaîné. Est-ce qu'il y a vraiment, François-Henri Briard, aujourd'hui on peut dire qu'il y a pouvoir et qu'il y a surtout contre-pouvoir? Oui, alors vous évoquez une question importante qui est la judiciarisation de la politique qu'il faut éviter, de la même façon qu'il faut éviter la politisation de la justice. Ce sont les deux écueils. Vous avez dit tout à l'heure, liberté et pouvoir, c'est très important. Il faut que nos compatriotes soient bien conscients de ce que la liberté est moins attachée aux déclarations de droit. Vous parliez des déclarations des droits des courgettes, hein, qu'aux déclarations de droit, qu'à la structure du pouvoir. Et le génie français, 1750, Montesquieu, a été d'inventer la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs, à partir d'une idée simple, c'est que seul le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc cette idée des 3 pouvoirs qui forment un équilibre législatif, exécutif et judiciaire est absolument fondamentale pour la préservation des libertés. Ça, c'est la première idée. Il y a une autre idée. Excusez-moi, je vous interromps parce qu'il y a les informations qui arrivent. Voilà. On va reprendre, cher François Briard, parce que c'est fondamental, ça, c'est vrai, cette idée de séparation des pouvoirs, dont beaucoup de gens, à tort peut-être, estiment qu'elle n'est pas vraiment respectée, et donc je voudrais qu'on en parle, qu'on l'approfondisse avec vous. Avec plaisir. Et vous pouvez aussi déjà nous appeler pour évoquer ce que vous évoque la notion de liberté au 0826 300 300. À tout de suite. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et oui, dans tous mes états, je ne suis pas le seul. Les questions de justice, les questions de liberté, les questions de responsabilité nous engagent tous, il faut le dire, tous tant que nous sommes. Et le livre de François Briard, Vivre libre, répond à un certain nombre de ces questions. Et vraiment, c'est un livre à méditer, à lire, parce que il pose des questions fondamentales. Et justement, on va continuer avec vous, François-Henri Briard, justement des questions très délicates, non, mais qui se posent aujourd'hui. Et vous en parlez, vous dites, voilà, on est quand même, en gros, l'Europe est quand même très protégée, on est quand même protégé dans les libertés. Beaucoup de gens ont l'impression, oui, on n'est pas libre, on est dans un régime de quasi-dictature. Moi, j'ai des auditeurs qui le disent aussi, et même des gens qui vivent. Plus on rit chez Marie, avec la famille, les amis, et même oncle Fred qui adore l'andouillette. Oh, délicieux. Eh oui, tout le monde est le bienvenu chez Marie. Lancez les festivités avec la Black Friday Week Amazon du 19 au 29 novembre. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, dans tous mes états, et je ne suis pas le seul, comme vous le savez, on en parle avec François-Henri Briard, Vivre libre. Il est avocat à la Cour de cassation, avocat au Conseil d'État, et il faut le dire quand même qu'il n'y a que 126 avocats en France qui peuvent plaider au Conseil d'État, à la Cour de cassation, 126 sur des dizaines de milliers d'avocats. C'est quand même intéressant et important de le rappeler. Justement, François-Henri Briard, on parlait de les écueils à éviter, vous le disiez, c'est une certaine politisation de la justice et une certaine judiciarisation de la politique. Et malheureusement, dans certains cas, on voit qu'il y a quand même des porosités qui ne sont peut-être pas les plus souhaitables. Et je voudrais juste vous lire ce qu'a tweeté un sénateur Les Républicains, Alain Houpert, à propos de l'actualité du Covid-19 et de ce qui se passe sur la gestion du Covid-19. Il dit ceci: la 5e vague le confirme, le pass sanitaire, n'a jamais été une mesure sanitaire, mais demeure une mesure discriminatoire et coercitive, une protection illusoire. C'est toute la gestion de crise exclusivement concentrée sur le vaccin qui s'écroule, dit Alain Houpert, le sénateur. Et de ce point de vue-là, je repensais à quelque chose, et encore une fois, c'était ça. Vous savez que la gestion du Covid-19, la gestion gouvernementale, a été classée secret défense, et normalement, le secret défense ne peut se lever que dans 50 ans, à moins qu'on le demande, etc. Tout ceci ne veut pas dire que, très bien, moi, c'est pas une question d'être anti-vax ou pro-vax ou anti-pass ou pro-vax, mais est-ce que cette gestion, un peu, justement, du point de vue du juridique, est vraiment, a été la bonne, celle qui a été suivie, à votre avis? Je pense qu'il y a un partage de compétences assez clair entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif qui conduisent une politique sanitaire. Une politique vaccinale. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais il y a une stratégie vaccinale, il y a une politique qui est différente selon les pays. Vous avez vu la position que l'Autriche vient de prendre. Bon, en France, on a une politique sanitaire. C'est la responsabilité du législateur, c'est la responsabilité de l'exécutif, sous le contrôle des juridictions. C'est le troisième pouvoir dont on parlait tout à l'heure. Bon. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, il le dit régulièrement, il n'appartient pas au Conseil d'État, il n'appartient pas à la Cour de cassation de faire de la politique sanitaire. C'est pas dans leur compétence. C'est pas leur problème. D'accord. Leur problème, c'est de s'assurer que cette politique sanitaire, que les mesures prises en exécution de cette politique sanitaire sont justifiées et qu'elles sont proportionnées, qu'elles ne portent pas aux libertés individuelles une atteinte excessive. Mais ce partage de compétences est très important. C'est ce que le Conseil constitutionnel exprime quand il dit « je n'ai pas le même pouvoir d'appréciation que le Parlement ». Donc le pass sanitaire, on peut avoir un débat, et ce respectable sénateur a son point de vue, c'est un élu de la République, très bien, mais c'est un débat qui est un débat politique,
qui ne relèvent pas de la compétence des juristes. Alors, c'est très intéressant parce que vous dites, et c'est très clair, et ça me paraît légitime, mais justement, le gouvernement s'est appuyé, vous le savez très bien, pendant 1 an et demi et jusqu'à présent, d'un conseil scientifique présidé par Delfrécy. Et que ce ne serait pas, et je ne parle pas seulement du Covid, mais en général, que la justice, que le Conseil constitutionnel, que la Cour de casse, que le Conseil d'État peut-être, lui aussi, au nom de la légitimité et ce que vous dites vous-même de l'indépendance du pouvoir judiciaire, s'octroie lui aussi son conseil scientifique. Pourquoi? Et c'est vraiment la question qui est posée. Pourquoi l'exécutif a, et c'est très bien, un conseil scientifique, pourquoi le judiciaire n'aurait pas son conseil scientifique en disant, voilà, nous aussi, donc vous voudrez savoir, et justement, pour que ça soit de sa compétence. Évidemment, vous dites, nous, on n'est pas médecins, c'est pas nous qui allons trancher. En revanche, est-ce que ce ne serait pas envisageable que le pouvoir judiciaire ait dans ces cas-là, son conseil scientifique, ou pour d'autres domaines? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'est pas inconcevable. Vous savez, en matière juridictionnelle, il y a ce qu'on appelle des expertises. Voilà, on fait appel à un expert contradictoire ou à un expert de partie. On ne peut pas exclure que sur certaines questions sanitaires, un juge se fasse entourer de conseils. Oui, c'est une bonne idée. Mais encore une fois, ces décisions de justice sont toujours rendues en l'état des connaissances scientifiques. Les juges sont très prudents. Et la Cour européenne des droits de l'homme aussi. Je relisais la décision Wawrinka contre République tchèque du 8 avril 2021 ce matin, qui concerne la vaccination obligatoire. Oui. Et on voit bien que la Cour européenne des droits de l'homme, qui serait sur la vaccination obligatoire le recours ultime, on voit bien qu'elle-même est en retrait par rapport aux appréciations scientifiques. Pourquoi? Parce que c'est pas leur travail. Ils ne sont pas compétents en matière scientifique et nous non plus. Mais s'entourer des conseils d'experts, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je voudrais arriver à cela avant qu'on donne la parole aux auditeurs et à vous-même, bien sûr, continue. Vous avez cette phrase à la fin dans votre livre, vous parlez de cela aussi, de cette déclaration de Victor Hugo, et vous dites « La liberté est pesante. La liberté n'est pas quelque chose de dire on fait n'importe quoi. Vous dites très bien la liberté s'arrête où commence la liberté d'autrui. Mais je voudrais vous dire c'est quoi? En quel sens vous dire que la liberté est pesante et que ce n'est pas n'importe quoi? Alors l'idée est très simple, en effet, Victor Hugo l'a bien exprimé, beaucoup d'autres penseurs de philosophie politique. C'est une idée qu'exprime également Montesquieu dans l'Esprit des lois, notamment dans des relations entre la liberté et la loi. C'est l'idée que la conscience morale de ces actes précède l'exercice de la liberté. Et c'est une idée qui vient des penseurs chrétiens de l'Antiquité chrétienne, Saint-Augustin en particulier. La façon dont j'agis a des conséquences et je ne vis pas seul. La liberté ne consiste pas à faire ce que je veux. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme a également cette inspiration. C'est l'altérité. C'est l'altérité. Je vis en société, je vis dans une communauté, et donc ma liberté n'existe pas. En réalité, c'est la liberté qui ne se décline pas au singulier, comme l'a dit Emmanuel Macron. Et la liberté est un concept collectif, et personnellement, je crois beaucoup dans cette idée de la liberté sociale. De la liberté sociale, de la liberté exercée dans un corps social qui doit rester cohérent avec nécessairement des restrictions dans l'intérêt de la communauté. Oui, mais alors justement, mais là, est-ce que vous n'éliminez pas le bébé liberté personnelle avec l'eau du bain social? Je m'explique. Vous avez choisi votre vocation, votre métier, etc. À un moment donné, quand même, la liberté individuelle doit s'exercer. La liberté de vivre comme j'ai envie de le vivre, sans évidemment porter atteinte à qui que ce soit, mais ça existe aussi. Vous avez un champ personnel de liberté de chacun. Donc il ne faut pas l'oublier, ça. Bien sûr, la liberté individuelle est fondamentale. Et dans la pensée transatlantique, d'ailleurs, on considère même que le fondement de la puissance publique n'est pas l'intérêt général, mais la liberté individuelle. Je trouve ça très bien. Et nous avons eu aux États-Unis la semaine dernière un débat, notamment avec le juge Tapar, qui soulignait la prééminence de la société civile et donc bien sûr de la liberté individuelle. Individuelle. C'est pas le cas en Europe. Enfin, c'est On vous présente le Black Venerdi. Le Black Venerdi, c'est comme le Black Friday.
En même temps que le Black Friday, avec tous les avantages du Black Friday, mais c'est 100% italien, comme tous nos canapés. En plus, pendant ce Black Venerdì, si vous venez nous voir habillés en noir, une remise supplémentaire de 10% vous attend. Et c'est seulement jusqu'à samedi. Poltrone sofa, authentica qualità. Et voilà! Qualité authentique, vérifiez conditions au magasin. Black Venerdì, vendredi exceptionnel. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et voilà est venu le moment de poser vos questions à notre invité François-Henri Briard. Et nous sommes avec Pascal qui nous appelle d'Antony. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Pascal. Oui, on vous écoute. Bonjour. Alors, puisque vous avez... bonjour d'abord à votre invité. Oui, bonjour Pascal. Bonjour monsieur. Donc je suis juriste moi-même et je suis formateur en droit. Donc je vous ai écouté attentivement. Alors... Bon, la question de la liberté, c'est une question qui occupe tous les esprits en ce moment, puisqu'on vit une époque un petit peu funeste sur le plan des libertés. Alors, pour moi, la liberté, bien sûr, en tant que juriste, et là je vous rejoins, c'est les libertés fondamentales qui sont inscrites dans le préambule de la Constitution de 46, reprises dans le préambule de la Constitution de 1958. Et là, je ne vais pas vous faire plaisir parce que je vais vous dire une chose. Ça fait très longtemps que nous, formateurs en droit, de par le changement des programmes, nous n'enseignons plus, hélas, ni au lycée, ni en école de commerce, ni dans les sections de BTS. Il n'y a guère qu'en fac de droit où elles sont véritablement enseignées, peut-être en fac d'histoire, et encore il faudrait voir. Oui. Nous n'enseignons plus du tout le droit constitutionnel. La dernière fois que j'ai enseigné le droit constitutionnel, c'était il y a 15 ans. Ça a été absolument supprimé. Je me rappelle qu'à l'époque, on étudiait un texte qui était formidable, qui expliquait comment la Constitution de 58 avait été écrite par De Gaulle, par un été, comment dire, extrêmement chaud, avec Debré, et qu'ils avaient baptisé le texte de la Constitution à l'eau des viands. Et à partir de là, on expliquait aux élèves, on lisait évidemment les articles concernés, on lisait les préambules, et on travaillait dessus. Cette époque-là, elle est terminée, et nombre de Français n'ont jamais lu la Constitution, je vous le confirme, et encore moins ces textes-là qui sont fondamentaux et qui éclairent notre époque, parce que les gens ne se rendent pas compte des abysses dans lesquels on est actuellement. Ils ne s'en rendent pas compte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, écoutez, François-Henri Briard, c'est intéressant ce que dit. Donc, parce qu'elle dit, on n'enseigne plus la Constitution. En tout cas, ce qui est peut-être dommageable même, vraiment. Oui, merci de ce témoignage, Pascal. Je pense que c'est très regrettable et si un jour j'étais ministre de l'Éducation nationale, je rétablirais évidemment cet enseignement. Pourquoi ? Il y a bien sûr la connaissance de la Constitution, des droits et libertés garantis, mais comme vous le savez, la connaissance dès le plus jeune âge du fonctionnement des pouvoirs publics et des valeurs que porte cette Constitution nourrit également bien sûr la conscience civique. Et c'est très important. C'est très important. Moi, je suis père de 6 enfants et j'ai beaucoup de petits-enfants. Et c'est très important. C'est évidemment ce qui leur permettra d'appréhender l'appartenance à une nation, la conscience civique, la conscience des devoirs dont parlait André Berkov tout à l'heure, qui vont avec les droits. Et donc, je crois que vous avez tout à fait raison. Il faut rétablir cet enseignement. Merci Augustin. Pascal pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Eric qui nous appelle de Vichy. Bonjour Eric. Eric, bonjour. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Briard. Bonjour Eric. Quand j'ai vu votre début d'émission, je souhaitais réagir. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le délégué du défenseur des droits de l'Allier et je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, voilà, quand ils ont passé la loi sur la gestion de la crise sanitaire, je crois que c'était en août, cette loi est en contradiction complète avec différents traités, différents textes et notamment l'article 235.1 du Code pénal sur les discriminations. Et donc, j'ai posé la question au délégué du défenseur des droits. Je lui ai dit, est-ce que juridiquement c'est valable de passer des lois qui sont contraires à des textes préexistants et qui sont en contradiction avec ces textes? Voilà. Donc ça, c'était la première question. Et au niveau de la seconde et concernant l'Europe, effectivement, l'Europe a été construite au départ
d'un point de vue économique. Au jour d'aujourd'hui, cette Europe a une influence extraordinaire sur notre vie. Et donc, on n'a aucun pouvoir par rapport à toutes ces instances européennes. On sait que, si on ne parle pas de corruption, au moins on peut parler de lobby qui œuvrent à l'intérieur des instances européennes. Et donc, nous, on vit ça après au niveau local, comme certains peut-être au niveau européen. On vit ça comme des abandons complets de souveraineté et on n'a aucun moyen d'action. Alors déjà au niveau de la Constitution et du gouvernement, on n'a aucun moyen d'action parce que, y compris quand on vote, ils font ce qu'ils veulent, les députés, enfin le Parlement, en congrès, donc là c'est 2008, vous en avez parlé tout à l'heure, et donc on se trouve complètement démunis, et de fait, on a vraiment l'impression en tant que citoyens qu'ils font absolument ce qu'ils veulent, et nous, on ne peut rien faire. Et on est obligé de subir. Et vraiment, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, ça rejoint ma première question. Alors, au possible. C'est clair, Éric, vous avez posé 2 questions, effectivement. Donc, François Briard, la première, vous l'avez écouté, c'est par rapport à un texte de loi et les textes préexistants. La question du défenseur des droits de l'allié. Et la seconde, effectivement, par rapport à l'Europe. Et par rapport, et ça, on le sent beaucoup, à tort raison, le sentiment d'impuissance du citoyen face au pouvoir en général. Oui, alors Éric, sur la première question, je me permets de vous recommander la lecture de mon livre. La première partie de mon livre est consacrée à ce que j'appelle la galaxie juridique, c'est-à-dire tous les textes internes européens et internationaux qui aujourd'hui garantissent les libertés. Et la conclusion de tout cela, c'est que nous n'avons jamais connu dans l'histoire de la France et de ce continent européen, nous n'avons jamais connu une période comme celle que nous vivons aujourd'hui, pendant laquelle les droits et les libertés ont été aussi bien garantis. Si vous voulez. Et c'est le sens de mon ouvrage, c'est de dire à mes contemporains, je comprends très bien les restrictions que vous ressentez, et c'est la raison pour laquelle, Éric, vous avez saisi le défenseur des droits, mais ayez conscience de ce que la liberté est un don précieux. Et ne vous comportez pas comme des convives repus qui sont devant une table chargée de victuailles et qui en demandent encore plus. Regardez déjà ce que vous avez. Et en matière de procédure, ce que vous évoquiez, il y a beaucoup de procédures. Les lois dont vous parlez ont été validées par le Conseil constitutionnel. On peut ne pas être d'accord avec ces décisions, mais en tout cas, le Conseil constitutionnel les a validées et on doit respecter ces décisions, évidemment. Et vous avez par ailleurs, plutôt que le défenseur des droits, je me permets de vous le suggérer, s'il y a des mesures individuelles qui portent atteinte aux libertés et que vous estimez excessives ou disproportionnées, vous avez une procédure remarquable qui existe en France maintenant depuis 20 ans, qui est le référé liberté. En 48 heures, vous vous adressez à un juge administratif, éventuellement le Conseil d'État ou un juge de première instance, et le juge statue sur votre demande de sauvegarde d'une liberté fondamentale. La même chose comme le QPC, tout citoyen peut s'adresser au juge. Absolument. Et le référé liberté est une procédure remarquablement efficace, et d'ailleurs, dans le cadre de la pandémie, le Conseil d'État a été saisi de près de 800 référés liberté à ce jour. Voilà, donc les instruments existent, et moi je pense personnellement, je vous livre mon point de vue, c'est mon expérience de 40 ans de pratique, je pense que cet équilibre est réalisé, et que les contrôles sont effectifs. Sur le versant européen, oui, vous rejoignez le sentiment de beaucoup de nos contemporains. Il faut aussi mesurer, et c'est ce que j'explique dans mon livre, je dirais tout le bien-être économique et juridique qui résulte de la construction européenne. Et c'est important quand on se lève le matin et qu'on est libre et qu'on va marcher dans la rue, qu'on va exercer une activité, de savoir que l'Europe a été là pour nous donner cette sécurité. Je ne parle même pas évidemment de la sécurité des questions de défense. Bon, l'Europe a aussi assuré la sécurité de ce continent pendant 70 ans. Oui, juste un mot quand même, François-Henri Briard, là-dessus. Il y a quand même des contestations un peu partout. Alors, sur la question de savoir s'il y a une politique de l'Europe, oui, mais regardez, politique de défense,
c'est quand même la France qui l'assume au Mali et ailleurs. Hein, il faut bien dire, on n'est pas très nombreux. Politique économique, je vous rappelle quand même quand il y a eu la merveilleuse affaire des sous-marins qu'on devait vendre à l'Australie, le fameux contrat de 60 milliards, que ce sont les Américains avec les Anglais qui vont le réaliser sur le dos des Français. Très bien, ça arrive. On ne peut pas dire qu'il y a eu une réaction européenne très solidaire. Et enfin et surtout, on peut en discuter, mais la question de la politique migratoire, des migrants, de l'accueil des migrants, etc., etc. Là aussi, le problème qui est posé, c'est pas que les gens sont contre l'Europe, c'est que la concertation européenne n'a pas été faite comme il fallait. Angela Merkel a eu sa politique migratoire, chacun a eu sa politique migratoire, et après on faisait avaliser cela. Et c'est ça qui provoque beaucoup de réticence dans beaucoup de monde. Bien sûr, et je comprends tout à fait. Hein, mais il y a aussi comment dirais-je, c'est la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas. Collègues, et trouvez le poste fait pour vous sur Ortec, ORTEC 1500.com. Ortec, tellement plus qu'une entreprise. Alors, je prends jusqu'à 25% de remise sur les meubles de cuisine, j'ajoute jusqu'à 500 € offerts en carte cadeau sur le petit électroménager, je mélange bien le tout et j'obtiens la meilleure recette cuisine du Black Friday. Darty Concepteur Cuisine, des cuisines pensées pour cuisiner. Offre valable jusqu'au 29 novembre pour l'achat d'une cuisine. Conditions et prise de rendez-vous en magasin et sur cuisine.darty.com. Black Friday, vendredi fou. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et après Anthony et Vichy, nous allons à Pau avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour Monsieur Briard. Bonjour Daniel. Écoutez, moi je vous appelle parce que j'ai une petite question. J'aurais voulu savoir quel est votre sentiment sur un sujet, notamment la syndicalisation des juges. Parce que l'autorité judiciaire, les juges, ont lutté pour avoir une indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, pour éviter d'être le bras armé de politiques, ce qu'on peut comprendre. Mais on s'aperçoit que les juges sont syndicalisés avec des syndicats extrêmement durs, comme le syndicat de la magistrature, d'extrême gauche, et qui impactent leur rôle de juge au quotidien, hein, puisque ils font de la politique de manière active, hein, puisque ce syndicat, par exemple, s'est positionné ouvertement à l'élection 2017 et 2012 pour l'élection présidentielle. Et donc, moi, j'aurais voulu avoir votre sentiment, parce que d'un côté, on demande l'indépendance, c'est-à-dire avec quelque chose d'assez sain pour appliquer la loi de manière indépendante pour le bien-être de la communauté, et d'un autre côté, on est syndicalisé, pétri d'idéologie, et qui impacte notre métier au quotidien. En sachant que tout ça c'est amplifié par une chose, la non-responsabilité des juges, c'est-à-dire qu'en fait, Conseil supérieur de la magistrature, qui sont des juges élus par d'autres juges, ça s'arrête là, personne... Oui. Ce que vous dites, Eric, c'est qui juge les juges, c'est ça? Ah, les juges, personne, on le sait. Personne ne juge les juges, puisque le Conseil supérieur de la magistrature est là pour veiller, l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif. On l'a vu avec l'affaire Outreau, le juge, il a été maltraité publiquement, donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est une punition, mais il ne s'est rien passé. Il a été muté à Lille, je crois. D'accord. Voilà, donc... Alors, François-Henri Briard, quid effectivement de cette indépendance, la syndicalisation de la magistrature? Oui, alors d'abord, je salue votre bel accent. Moi, je suis corrézien, donc j'entends toujours cet accent avec bonheur. Je vous dirais deux choses. La première, c'est qu'il faut aimer nos juges. Hein. Il est très important, je ne parle pas seulement du respect, de la considération que l'on doit avoir pour un magistrat, mais il faut aimer nos juges, c'est-à-dire considérer que ce sont des gens qui font leur travail. Ils le font souvent d'ailleurs dans des conditions très difficiles. Vous avez peut-être vu le manifeste
signé par 3000 magistrats récemment. Bon, donc il faut les aimer, il faut les considérer. La question de la syndicalisation, deuxième idée, bon, c'est quelque chose qui existe en France, qui a peut-être eu des excès, je suis d'accord avec vous. Je pense globalement que c'est une question qui est vraiment en recul aujourd'hui. Je peux vous le dire, moi je fréquente des magistrats tous les jours. Je n'ai pas le sentiment que les considérations syndicales ou partisanes l'emportent sur l'application de la règle de droit. Ça dépend de qui, non? Ça ne dépend pas des... Vous savez, l'indépendance et l'impartialité, c'est une question structurelle, organique, juridique. C'est aussi une question personnelle, une question d'état d'esprit, de conscience. Et je dirais que la quasi-totalité, et j'espère la totalité de nos magistrats sont des gens indépendants. La syndicalisation, voilà, il y a tout un débat, vous avez raison de le soulever, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit en France aujourd'hui un véritable problème. Peut-être qu'ils sont moins présents au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Peut-être, oui. Merci Daniel pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Patrick qui nous appelle de Saint-Julien de Briola dans l'Aude. Bonjour Patrick. Bonjour. On vous écoute Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour, je suis agriculteur, je suis éleveur laitier, vache laitière donc, producteur fromage et en bio. Et je suis membre d'un collectif pour que vive la Piège et on est passé au Conseil d'État il n'y a pas très longtemps, 2 mois je pense, 2 mois et demi, au sujet des problèmes des zones défavorisées où la France a refait des cartes qui sont pour nous très pénalisantes dans l'Aude. Et j'aurais une question au sujet des rapporteurs publics. Parce que notre affaire, enfin, c'est jamais dit, c'est jamais expliqué, mais le juge ne juge pas ce que notre avocate a envoyé. Le juge juge le rapport d'un rapporteur public. Qui, bizarrement, pour nous, simples paysans, parce qu'on n'a pas fait trop d'études, on est des gens du bord, on se lève tous les matins. Et voilà, et c'est des rapporteurs publics qui ont étudié notre affaire, où on a soulevé quand même 12 problématiques très importantes, et on nous rétorque tout ça sur un article. C'est vraiment bizarre. Voilà, donc voilà. Qui sont ces rapporteurs publics et ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont même pas juges, quoi. Ce sont des gens de l'ENA, et voilà, bon. Ok, voilà, Patrick, alors c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce rapporteur public? Alors, devant les juridictions administratives, Patrick, le Conseil d'État, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, il y a en France des rapporteurs publics, qu'on appelait autrefois les commissaires du gouvernement. Ce sont des membres de la juridiction, donc qui sont des juges administratifs, et qui donnent leur point de vue indépendant sur l'affaire. Vous voyez, demain, je vais au Conseil d'État, je vais plaider plusieurs dossiers en matière fiscale à 14h. J'ai reçu tout à l'heure les conclusions du rapporteur public, c'est-à-dire ce rapporteur public est d'un certain avis, elle va proposer une solution. Bon, ils ne délibèrent pas, ces rapporteurs publics. Ils ne sont pas membres de la formation de jugement, si vous voulez. Ce ne sont pas eux qui jugent. Ils ne vont pas décider. Et le point de vue qu'a exprimé votre avocat devant le Conseil d'État, il est pris en considération exactement de la même façon que le point de vue du rapporteur public. Ensuite, le Conseil d'État décide. Il est d'accord avec le rapporteur public, il n'est pas d'accord. Il est d'accord avec un avocat, il n'est pas d'accord. J'ai gagné récemment une grande affaire en matière d'audiovisuel. Le rapporteur public était d'un avis différent de ce que nous soutenions, et c'est nous qui avons gagné. Le Conseil d'État nous a suivis. Bon, voilà. Donc, il faut que vous compreniez que ce rapporteur public est quelqu'un qui donne un point de vue, mais il n'a pas d'influence déterminante. Le Conseil d'État reste libre de décider ce qu'il souhaite juger. Moi, je pense, François Briard, là, à l'issue, on pourra encore parler vraiment pendant des heures, parce que c'est passionnant, tous ces problèmes, ça touche tout le monde, toute la population. Je voudrais juste évoquer, enfin, puisqu'on arrive au terme de cette émission, justement, Vivre libre, c'est le titre de votre livre, encore une fois, que je recommande. Parce que il pose les problèmes, il pose les vrais problèmes par rapport à l'organisation, le vivre ensemble. Notre société, c'est pas évident toujours. Et après, chacun peut avoir son point de vue. Mais est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose où je repensais à ce que disait la formatrice en droit que nous avons eue au téléphone? Est-ce qu'on ne devrait pas être
mieux enseigner, effectivement, même si on va pas devenir avocat ou juge ou autre, la Constitution, la loi, etc. On a l'impression que vraiment, alors on peut pas tout savoir, mais que tout ça reste dans les limbes et que les gens... Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont l'impression de subir beaucoup plus que d'agir. Et je crois que le sentiment d'être quelqu'un qui subit n'est jamais très sain. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui, vous avez raison. Tout ce qui va dans le sens de la connaissance de notre culture juridique, de notre culture constitutionnelle est une bonne chose. Notamment pour bien comprendre ces grandes questions relatives à la liberté, en particulier la question centrale de l'équilibre entre les libertés. Voyez-vous, notamment la période que nous traversons, je pense, à mes yeux, met en évidence l'interdépendance des êtres humains, entre l'unité du genre humain. Nous sommes tous concernés par ce virus, nous sommes tous interdépendants les uns des autres, et ces libertés qui nous appartiennent doivent être conciliées. On le disait à l'instant, il y a quelqu'un qui va se prévaloir de son droit à la santé. J'ai le droit à la santé qui est garanti par le préambule de la Constitution de 1946, le 11e alinéa. J'ai également, vous avez quelqu'un en face qui dira oui, mais moi j'ai le droit d'aller et de venir. J'ai le droit de sortir de chez moi librement. J'ai le droit d'exercer mon activité économique ou commerciale librement. Il faut trouver un équilibre. La liberté est une question d'équilibre. C'est une question, je l'ai dit, de conscience morale, aussi de responsabilité. Je crois que de toute façon, écoutez, on a discuté très librement avec vous aujourd'hui et on continuera évidemment à le faire. Et n'oubliez jamais que la liberté est un sport de combat. Et je rappelle votre livre, Vivre libre aux éditions Ipanema, qui est déjà en librairie depuis quelques mois. Et puis vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr et notre application. Et puis tout de suite, Brigitte Lay. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14.